Je vous propose qu'on démarre ce premier webinaire. Et puis les gens vont continuer à nous rejoindre au fil de l'eau, le temps qu'on fasse ce petit mot d'introduction. Alors tout d'abord, merci à vous d'être présents à ce premier webinaire de la chaire Tech & Care. Alors peut-être juste pour dire un petit mot sur cette chaire Tech & Care. Donc effectivement, c'est la chaire qui est constituée de deux écoles pour le moment. Effectivement, l'ANCEP, donc l'école d'ingénieurs textiles qui est à Roubaix, et l'Université de Lille, et principalement l'IAE de Lille. Donc, ce sont 25 chercheurs en tout qui souhaitent changer le secteur de la mode et du textile, et donc effectivement d'accompagner l'ensemble des transitions sur ce grand secteur que vous connaissez toutes et tous, et donc effectivement voilà, d'accompagner les nouveaux modes de consommation, les nouveaux modes de production, et pour cela, voilà, on va proposer effectivement produire de la recherche universitaire académique allant dans ce sens, de proposer également des formations et du coup de diffuser l'ensemble de ces travaux de recherche à toutes les entreprises, le monde économique de manière un peu plus large, pour justement engager une transition de ce secteur beaucoup plus forte. Donc merci à tous d'être présents. Vous êtes nombreux à vous être inscrits aux dernières nouvelles. On était à 175, donc c'est plutôt assez chouette pour un premier webinaire. Et du coup, j'en profite effectivement pour remercier Fashion Green Hub, donc, que tu représentes, Annick, et je te laisserai un petit mot tout à l'heure, qui nous a appuyé aussi dans l'organisation de ce webinaire, à la fois sur le contenu, mais aussi sur du coup le volet communication. Donc merci à vous pour cette aide très précieuse, et aussi merci à l'ensemble de nos intervenants et de nos participants qui ont répondu présents à ce premier webinaire. Alors Annick, je te laisse un petit mot d'accueil, de bienvenue. Enfin voilà, si tu as envie de nous dire quelque chose. Oui, un très petit mot. Moi, je suis très heureuse, que cette chaire soit créée, puisque on est tous, on évolue tous, on se côtoie tous dans cette action très volontaire de changement radical du business model de la mode depuis plusieurs années, à travers plein d'actions que l'on fait ensemble ou séparément. Et là, on voit bien que le monde, on va dire, se complexifie et qu'on va à plus grande vitesse. Donc finalement, quand on va vite, il faut des caps. Quand on va vite, il faut des fondations. Et ça, on en a absolument besoin. On a besoin, et c'est ça qu'amène la recherche aux entreprises, on a besoin de scruter les phénomènes, d'analyser des états ou des actions, ou plus largement que soi-même, sa propre petite ou grande entreprise. Et pour ça, l'apport des chercheurs est absolument incroyable. Je viens de lire hier, je donne un petit témoignage, on a la grande chance d'être accompagné par un chercheur depuis 3 ans qui a étudié le tiers-lieu plateau fertile et qui vient d'écrire un premier très long papier d'une 30aine de pages qui analyse tout ce qui s'est passé, et on voit ce qu'on a fait avec un œil totalement différent, c'est-à-dire on le voit avec une hauteur, avec des perspectives, avec une analyse qui nous donne pour le futur une très très grande solidité dans nos prochaines actions. Donc je ne peux qu'encourager toutes les entreprises ou même les associations à s'associer avec des chercheurs. Ça va leur donner beaucoup de matière et ça va leur produire surtout beaucoup de valeur pour leur futur. C'est pas difficile. Nous, on a vraiment laissé porte ouverte à notre chercheur. Il est venu quand il voulait, il a fait ce qu'il voulait, il a parlé à qui il voulait. Donc finalement, c'était très, très libre. Mais au final, le travail produit est extrêmement sérieux et intéressant. Donc voilà, j'encourage tout le monde à bien regarder toutes ces façons de faire qui vont vous être exposées, tous ces cas, tous ces témoignages. J'espère que ça vous donnera très envie, vous aussi, d'adopter un chercheur immédiatement après la fin du webinaire. Et il y en a des formidables dans les équipes dont nous parlons aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne après-midi. Et un petit bravo à Majdoudine Sbahi qui a piloté avec la chaire Tech & Care la préparation de ce séminaire pour Fashion Green Hub. Moi, en fait, j'ai rien fait. Voilà.
Merci beaucoup, Annick. Alors effectivement, tu le disais, donner envie de s'engager dans la recherche, c'est tout l'enjeu de ce webinaire. Alors effectivement, on se rendait compte que parfois, pour le monde économique, alors effectivement, les entreprises, les associations, le monde de la recherche est un peu nébuleux. On ne sait pas trop ce que c'est un chercheur, on ne sait pas trop comment travailler avec un chercheur. Voilà, on ne sait pas trop non plus comment, quels dispositifs peuvent nous permettre justement d'engager un projet de recherche dans son entreprise. Et donc, tout l'intérêt et l'enjeu de ce webinaire, c'était justement d'éclaircir un peu euh, tous ces horizons qui posaient justement pas mal de questions. Donc, on aura 3 temps dans ce webinaire. Un premier temps, justement, qui va venir un peu éclaircir qu'est-ce que c'est un chercheur, qu'est-ce qu'il fait, comment il travaille avec une entreprise. Donc là, on présentera effectivement l'ensemble aussi des dispositifs de financement, d'accompagnement, des choses très concrètes qui pourront vous donner effectivement des billes pour vous lancer dans un projet de recherche. Un deuxième temps qui présentera plutôt l'état de l'art des recherches académiques autour du sujet de la mode circulaire. Alors, qu'est-ce que c'est la mode circulaire? Comment engager un projet de recherche sur cette thématique? Donc là, Isabelle viendra nous éclairer sur ces différents aspects. Et un dernier temps, du coup, d'une heure à partir de 17 heures, qui sera plutôt une table ronde où là, on aura des témoignages. Alors, à la fois des témoignages d'entreprises qui se sont lancées ou qui commencent à s'engager dans la recherche, mais aussi de doctorants, de chercheurs qui se sont lancés dans la recherche aussi parce qu'on sait que vous êtes nombreux à être inscrits, vous êtes parfois des étudiants, vous voulez faire une thèse, et donc on s'est dit que ça pouvait être l'opportunité aussi de donner envie de s'engager à faire une thèse. Donc voilà, un dernier temps plutôt de témoignages, de retour d'expérience sur ils se sont engagés dans la recherche, autant côté entreprise que chercheurs et doctorants. Donc, si vous le voulez, je vous propose que l'on démarre ce webinaire tout de suite. Et donc, je vais donner la parole à Maud, Maud Herbert. Donc, tu es professeure de marketing à l'IAE de Lille et tu es aussi une des cofondatrices de la chaire Tech Care. Alors, on verra tout au long de ce webinaire plusieurs membres de Tech Care, mais du coup, tu es la première à prendre la parole. Alors, peut-être en introduction finalement de ce webinaire, toi, c'est quoi du coup un chercheur? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il travaille finalement avec les entreprises? Éclaire-nous et éclaire l'ensemble de nos participants sur c'est quoi un chercheur? Qu'est-ce que tu fais toi concrètement au quotidien? Merci Anthony et bonjour à tous. Moi aussi, je vais comme en profiter pour remercier Majdouline et Annick et puis Fashion Green Hub. Bon, Annick l'a dit, c'est une vieille histoire finalement aussi avec eux depuis la première édition des Fashion Green Days. Et donc, merci d'avoir souligné en fait l'intérêt de faire de la recherche sur la mode circulaire et puis l'intérêt de dialoguer tous ensemble. Et puis, effectivement, c'est la lourde tâche que d'expliquer ce qu'est un chercheur. Donc, j'avais envie d'être un peu simple et en fait de rebondir sur une idée qui est une idée assez commune finalement, que le monde de la recherche et celui de l'entreprise sont deux mondes séparés qui communiquent peu. Alors, ce n'est pas une idée qui est totalement infondée au final, parce que, j'ai envie de dire malheureusement, hein, moi, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je fais de la recherche en sciences de gestion, en marketing, en culture de consommation. Dans ma vie d'avant, je faisais du consulting, donc peut-être d'ailleurs j'ai d'anciens clients dans l'assemblée. Mais donc, une entreprise, moi, je savais ce que c'était. Après, on n'est pas forcément toujours obligé de connaître les entreprises pour être un chercheur en sciences de gestion. J'ai des collègues qui disent facilement que les médecins n'ont pas besoin d'être malades de toutes les maladies pour les soigner, par exemple. Donc voilà, bon, ça c'est une idée aussi qui était intéressante. Moi, j'ai envie de dire que finalement, plus j'expérimente le dialogue monde de l'université et monde de l'entreprise, plus je pense qu'en fait, il y a des formes parfois juste d'incompréhension qui se glissent. Et que le métier de chercheur, comme tu le disais Anthony, en fait il est assez opaque. On ne sait pas trop ce que fait un chercheur, qui est un chercheur. Et puis on a cette idée du mammouth universitaire qui n'est pas totalement non plus infondée, parce qu'il y a une certaine lourdeur administrative que nous éprouvons autant que nos partenaires. Et puis il y a une petite image collective autour du professeur tournesol, du professeur un peu cloîtré dans son bureau, de ce génie un peu incompris. Enfin voilà, donc ça j'avais
aussi envie peut-être de rebondir là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chercheur? Nous, on a à peu près une trentaine de chercheurs maintenant. Enfin, on arrive vers 30 là dans la chaire Tech Care. Et on est tous, en fait, des enseignants-chercheurs. Comme le disait Anthony, il y a deux institutions. C'est deux institutions publiques qui se mettent ensemble en fait pour créer de la recherche autour d'un objet d'étude. Et donc, on a finalement un statut qui est lié, alors ça peut-être que certains vont le découvrir, pas du tout au ministère de l'Éducation nationale en fait. Nous, on est rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on est enseignant-chercheur, donc c'est un statut qui est hybride. Et puis, donc, ça veut dire quoi concrètement? On doit dédier 50% de notre temps à l'enseignement et 50% de notre temps à la recherche. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que l'université française, c'est une université qui a des moyens assez limités. Donc, en fait, généralement aussi, au-delà de ces deux volets, on va prendre des responsabilités administratives. Donc là, dans notre chaire, il y a des responsables de formation ou il y a des responsables de centres de recherche, comme moi, par exemple. Donc voilà, donc ça constitue notre métier. Donc globalement, j'ai envie de dire, pour tous ceux qui nous écoutent, qu'en fait, on travaille quasiment autant qu'un cadre en entreprise, en fait, au final. Et puis, voilà, on ne compte pas trop nos heures. À l'université, la chance et la différence justement avec l'éducation nationale, c'est qu'on va enseigner sur nos domaines de compétences et souvent elles sont liées à nos recherches. Donc quelque part en fait, et je pense que pour tout, là je peux parler au nom de tous les membres de l'équipe de la chaire, on est des gens assez passionnés au final. On a la passion du métier et on a à la fois la passion finalement de la recherche, mais aussi de la transmission. C'est assez fondamental, c'est assez structurant. Donc, c'est vrai que pour ceux qui vont travailler avec la chaire les enseignants-chercheurs de la chaire Tech Care ou des doctorants futurs, c'est assez structurant, fondamental, en fait, cette idée que c'est un métier de vocation qui fait une grande part à l'engagement, finalement. L'idée, nous, on veut faire progresser les connaissances, la pédagogie aussi, en règle générale. Voilà, donc on va finalement avoir cette idée d'une chaire universitaire engagée vers une logique de service public et on revendique quelque part un peu cette notion d'utilité sociale du chercheur. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui parfois est un peu oublié, qu'il faut préciser. Et donc, par exemple, dans la chaire Texter, on retrouve cette revendication sans faire de la passionnariat du service public, hein, c'est pas ce que je suis en train de faire, mais cette idée quand même que dans la notion de développer des formations spécifiques d'accompagnement ou de trouver des sujets particuliers de recherche, eh bien, on est très dédié quand même aussi à une logique de bien commun. C'est quelque chose d'important. Alors, ça a l'air peut-être un peu plaidoyer, mais en fait, c'est quelque chose qu'on voit se développer dans un grand... dans une nouvelle manière de remettre la recherche en fait au centre de la cité. En fait, on voit ça beaucoup aussi à l'étranger. C'est cette idée que les chercheurs, on a justement été relativement cantonnés à nos bureaux. C'est l'idée de les faire sortir, de les faire dialoguer, de réaliser aussi la richesse que ça représente que de pouvoir avoir un chercheur. Et Annick, je pense, a pu aussi vous montrer que le chercheur qui est au sein du plateau fertile leur apporte une vision un peu différente. Ça contrecarre en fait cette idée du chercheur dans sa tour d'ivoire. Ouais, alors, du coup, tu disais effectivement donc la recherche au centre de la cité. Finalement, c'est peut-être un peu l'objectif aussi d'une chaire. En fait, on voit que de plus en plus de chaires universitaires se développer. Finalement, c'est quoi une chaire exactement et comment on travaille avec une entreprise dans le cadre d'une chaire en fait? Alors, c'est vrai qu'on voit beaucoup de chaires fleurir. On n'a pas en fait de règles très précises, en tout cas, de règles sur le montage des chaires. Et ça peut être très différent. Il y a des modèles très différents. Il y a des modèles qui, par exemple, sont des modèles un peu à l'américaine. Donc, c'est une entreprise qui va finalement financer des recherches sur un thème bien particulier. Ça peut être plusieurs entreprises, grosses entreprises de taille. Ça, c'est plutôt le modèle des chaires industrielles. Nous, dans le cadre de la chaire Tech Care, on a une chaire qui relève plutôt d'une logique de centre de ressources, centre de
recherche, en fait, où on va avoir de nombreux chercheurs avec des statuts universitaires tout à fait permanents, donc voilà, qui se mettent ensemble pour travailler sur cet objet d'étude qui est la mode circulaire. Donc, on allie en fait nos compétences, des compétences en ingénierie textile, des compétences en sciences sociales et sciences de gestion, pour finalement travailler ensemble à faire progresser finalement le changement du secteur. Et alors là, je rebondis aussi sur cette idée que comme on travaille aussi, alors là, je laisserai Isabelle, ma collègue Isabelle Robert va vous montrer les sujets sur lesquels on travaille, mais comme on travaille notamment sur les logiques de l'écosystème, en fait, on a cette idée que les chercheurs de la chaire Tech & Care sont ce qu'on appelle aussi des chercheurs agissants, c'est-à-dire que quelque part, comme on sort beaucoup de nos bureaux, on est amené à rencontrer du monde, on va co-créer avec les entreprises des objets d'études spécifiques, mais on est aussi capable, en fait, du coup, de faire des liens entre ce que l'on voit se développer, donc un peu plus prospectif cette fois-ci, et de mettre autour de la table des parties prenantes qui nous semblent, en fait, finalement, pouvoir être fédérées autour d'un sujet commun. Donc, dans la chaire Tech & Care, finalement, les chercheurs sont aussi un peu connecteurs, un peu matchmakers. C'est aussi pour ça qu'on envisage de travailler avec toutes les tailles d'entreprises possibles, et c'est déjà un peu le cas. Donc, Donc, effectivement, oui. la chaire, c'est un peu effectivement l'outil qui permet en tous les cas de mettre en réseau, de faire la transdisciplinarité, ce genre de choses. Et ensuite, il y a des dispositifs très concrets d'accompagnement des entreprises. Nathalie va en parler tout à l'heure. Effectivement, on va voir des dispositifs très concrets. Mais finalement, effectivement, la chaire, c'est un peu la boîte à outils qui apporte la vision, qui diffuse, vulgarise les travaux de recherche et donc qui travaille vraiment très en lien avec le monde économique du territoire. Alors, je rebondis sur cette idée du centre de ressources parce que ça explique aussi comment les chercheurs travaillent quand ils sont dans l'entreprise. Donc, par exemple, dont Nathalie va nous exposer des dispositifs, mais par exemple, le dispositif du CIFRE, le chercheur est dans l'entreprise. Il devient un collaborateur, en fait, à part entière. Et quelque part, en fait, il est au quotidien avec les entreprises, il est en prise avec les problématiques. Après, il a une posture scientifique. C'est-à-dire que, en fait, il a cette capacité à prendre parfois du recul, finalement à rappeler certains éléments à la vigilance, finalement des gens avec qui il travaille, de l'entreprise en question, finalement aussi sur ses dimensions stratégiques. Il peut parfois d'ailleurs poser des questions qui visent à projeter plus loin, dans un temps un peu plus long finalement. Et l'intérêt de ça, c'est qu'il va amener des solutions et plus inédites, sans doute, parfois un peu plus innovantes, permettre de voir des zones d'ombre qu'on ne voit pas toujours quand on a un peu ce développement du business à assurer aussi au jour le jour. Donc, il a cette capacité finalement aussi à pouvoir apporter des solutions avec une certaine prise de recul. Et puis, il n'est pas tout seul de fait, parce que comme s'il est en CIFRE dans votre entreprise, donc là, je m'adresse aux entreprises, par exemple, qui pourraient prendre un thésard en CIFRE, il va bénéficier lui aussi de la boîte à outils. C'est-à-dire qu'il va revenir vers le groupe de chercheurs de la chaire Tech & Care avec ses problématiques, avec ses questions. Et puis, nous, on peut l'alimenter aussi dans sa réflexion. Donc, c'est aussi cette image du chercheur seul qu'il faut un peu abandonner. Ce n'est pas le cas. Un doctorant est seul vis-à-vis de son travail de doctorant, mais il est accompagné souvent par son directeur de thèse, mais aussi, là, il bénéficie en fait d'une équipe de recherche qui l'accompagne aussi. Merci Maud. Juste un dernier mot peut-être, effectivement, avant de laisser la parole à Nathalie. Tu évoquais effectivement le fait que la charte puisse être un centre de ressources pour le monde économique, une référence finalement où on va y chercher des informations travaillées, sur lesquelles il y a eu un travail effectivement d'enquête bibliographique assez poussé. Est-ce que tu pourrais nous citer peut-être un ou deux exemples d'outils ou de ressources? On a évoqué effectivement la prospective, mais est-ce qu'il y a d'autres outils au sein de la chaire? Je ne veux pas faire semblant que je ne les connais pas, mais du coup, on a quelques projets en cours. Est-ce que tu peux en dire un mot peut-être Alors oui, alors en fait, c'est là qu'on voit l'intérêt aussi de travailler sur une chaire universitaire, c'est qu'en fait, on est un peu à cheval entre ce qu'on appelle la recherche fondamentale et la recherche appliquée. C'est-à-dire que la recherche fondamentale, c'est quoi finalement? C'est d'avoir des connaissances génériques et très théoriques. Et puis la recherche appliquée, c'est développer des savoirs spécifiques. En fait,
l'alliance qu'on a en fait avec les ingénieurs et les sciences de gestion, on a tous quelque part développé de très fortes connaissances théoriques et génériques. Donc par exemple, le business model n'a pas beaucoup voilà, on est plutôt très experts là-dessus. Hein, et puis comme on a vu, j'essaye de ne pas anticiper sur ce qu'Isabelle va dire, donc je suis désolée, hein, mais comme on a vu aussi, par exemple, beaucoup bouger, nous, la consommation responsable, ça fait 15 ans en fait qu'on suit les consommateurs responsables, donc on sait exactement un certain nombre d'éléments importants. On les a vus d'ailleurs faire beaucoup bouger le marché, par exemple dans l'alimentaire, donc il est possible aussi de faire des ponts par rapport à tout ce qu'on a appris dans ce contexte-là. Donc là, on a cette connaissance générique qui ensuite va pouvoir se développer dans le contexte particulier de la mode. Et puis ensuite, on a des savoirs spécifiques à la mode. On a cette capacité aussi à pouvoir répondre à des questions particulières. Et on a des outils. Là, j'ai beaucoup parlé du business model, mais côté ingénieur, par exemple, il y a l'analyse du cycle de vie, qui est quand même un outil qui se développe énormément. Voilà, je pense que l'intérêt aussi, c'est qu'on va utiliser ces outils dans un cadre un peu plus grand, de raisonnement plus général. À nouveau, j'insiste sur le fait que, en fait, quand on s'adresse à une chaire universitaire, on n'est pas tant dans la logique de la boîte à outils au sens un peu consulting du terme, mais plutôt de s'engager dans une réflexion un peu plus large, en fait, sur la manière dont l'entreprise peut fonctionner, peut se transformer et peut finalement aussi se optimiser dans un temps un peu plus long. J'insiste là-dessus. Parfois, c'est un peu compliqué de comprendre ce décalage temporel entre le temps de l'entreprise et le temps de la recherche. Voilà, en fait, il y a une chose qu'il faut quand même retenir, c'est que le chercheur produit du savoir tout le temps. Ce n'est pas uniquement quand il a écrit son article. Pendant tout le processus de recherche, on est en dialogue, nous, avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Et donc, c'est un processus qui est constant. Voilà, et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué dans le travail avec les entreprises, cette petite angoisse vis-à-vis du chercheur qui partirait et puis dont on n'entendrait plus parler pendant un certain temps. C'est pas tout à fait juste, en fait. On voit, il explique, et d'ailleurs, la dimension pédagogique du métier rend les choses faciles pour expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait et avec quels outils, quelles théories on va pouvoir exprimer un peu mieux, faire comprendre, en fait, la complexité du moment. Super, merci beaucoup Maud. Donc effectivement, des outils très concrets. Alors j'en profite, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez dans le chat, on essaiera d'y répondre au mieux. Alors je vais passer la parole à Nathalie, donc, qui est responsable des relations entreprises du coup à Lancet, donc qui est aussi partie prenante est très impliquée dans la chaire Tech & Care. Donc, bonjour Nathalie. Peut-être effectivement pour illustrer les propos de Maud, voilà, donc aujourd'hui une entreprise qui souhaite se lancer dans un projet de recherche, comment elle fait, quelles sont les étapes, comment elle s'y prend justement pour initier un projet de recherche et qui elle contacte, voilà, comment elle fait. Bonjour à toutes et à tous, donc merci pour votre invitation. Donc Nathalie Doumain, donc je suis responsable des relations entreprises à Lancet. Et donc mon rôle finalement, c'est de connecter les entreprises à notre laboratoire de recherche dans l'objectif de créer des collaborations publiques-privées. Alors je vais vous présenter donc les différentes phases qui interviennent pour la mise en place de collaborations publiques-privées. Et également, dans un deuxième temps, les différentes formes de partenariat que peuvent revêtir ces collaborations. Des témoignages permettant d'illustrer ces différentes formes de collaboration donc, interviendront notamment à la fin lors de la session 3, lors des tables rondes. Voilà. Et voilà. Donc, au niveau des… Alors, comment ça se passe? Quelles sont les étapes pour la mise en place d'une collaboration entreprise-recherche? Tout d'abord, le point de départ, donc l'entreprise a un besoin. Elle a un besoin, elle a une problématique technique où elle souhaite développer un produit innovant et elle pense que la recherche peut effectivement l'aider à y répondre. Donc, le point d'entrée, un des points d'entrée, peut être notamment le service des relations entreprises de l'établissement, d'un des établissements partenaires de la chaire, par exemple, qui peut avoir différentes appellations. Ça peut être relations entreprises, ça peut être relations externes, développement des partenariats. Et donc, ce premier contact joue finalement un rôle de guichet d'entrée, de filtre, pour bien s'assurer qu'effectivement le projet de l'entreprise rentre bien dans le champ de compétences
compétences ou dans le champ des recherches du laboratoire. Et donc, s'il rentre dans le champ de recherche, la charge au chargé du service des relations entreprises d'identifier le bon interlocuteur au niveau de l'enseignant-chercheur expert dans le domaine et d'initier un échange entre l'entreprise et cet enseignant-chercheur. Alors, préalablement, il est également souhaitable, dans la majorité des cas, de mettre en place un accord de confidentialité qu'on appelle également NDA, qui permet d'aller un peu plus loin lors des échanges. Alors ensuite, on arrive sur une étape clé, qui est l'échange entre l'entreprise et l'enseignant-chercheur. Alors, cette étape est tout à fait importante parce qu'elle permet finalement elle permet à l'enseignant-chercheur d'identifier la problématique à laquelle va devoir répondre cette collaboration publique-privée, d'identifier le gap entre les connaissances existantes et les objectifs attendus par l'entreprise, les verrous éventuellement technologiques qui peuvent exister. Donc finalement, in fine, cet échange permet de bien calibrer la collaboration qui pourrait se mettre en place et les résultats qui pourraient être attendus et finalement le mode de collaboration vers lequel on peut s'orienter. Et intervient donc dans l'étape suivante, pardon, c'était 4 et pas 5, veuillez m'en excuser, donc la mise en place de cette collaboration à travers tout d'abord une formalisation d'une proposition chiffrée, avec un programme de travail, avec les moyens humains et matériels à mobiliser, avec un planning délivrable et également un budget. Lors de cette phase intervient également des échanges au niveau de la propriété, au niveau des résultats et de l'exploitation attendue de ces résultats. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important, en sachant qu'un point essentiel pour le laboratoire et qui n'est pas négociable, et effectivement d'avoir la possibilité d'utiliser les résultats du programme dans le cadre de ces activités de recherche à l'issue du projet. Et ensuite intervient une phase de contractualisation qui reprend les aspects clause de confidentialité, propriété intellectuelle, exploitation des résultats, engagement de moyens, pris au regard de l'ensemble de ces éléments. Alors, vous allez me dire, ce sont pas mal d'étapes, ça va prendre beaucoup de temps. Détrompez-vous, ce process peut se mettre vraiment en place dans un laps de temps tout à fait raisonnable de quelques semaines. Le laboratoire ou l'établissement étant tout à fait bien outillé, étant très familiarisé avec ce process et tout à fait bien outillé au niveau des contrats, et il peut également s'appuyer sur les services support de l'établissement au niveau juridique ou au niveau RH, par exemple, lorsqu'il y a des recrutements à mettre en place. On aura d'ailleurs un témoignage donc, pour la deuxième partie qui viendra donc, de Care Fashion, qui est en cours de montage d'un projet avec la chaire et donc qui viendra témoigner justement de ces différentes étapes et de comment elle l'a vécu, elle, de son point de vue. Peut-être pour revenir maintenant sur les dispositifs, concrètement, là, on a bien vu les différentes étapes, donc je pense que c'est plutôt très, très clair. Quels sont aujourd'hui, du coup, les différents dispositifs qui existent finalement pour une entreprise, une association, pour engager finalement un projet de recherche? La palette est assez large. Elle comprend à la fois des dispositifs qui s'inscrivent sur des formats courts et également des formes de collaboration qui peuvent s'inscrire dans une temporalité beaucoup plus longue. Alors, au niveau des nous allons commencer par les dispositifs courts. Donc, les premiers dispositifs dont je voulais vous parler s'inscrivent plutôt dans le cadre de la formation et sont quand même assez appréciés des industriels. Donc, il s'agit notamment des stages étudiants. Donc, nos étudiants, aussi bien à l'université qu'en école d'ingénieurs, ont un certain nombre de stages à réaliser tout au long de leur cursus. Les nôtres, par exemple, à l'ANCET, réalisent entre 34 et 45 semaines de stages tout au long des 3 années. Alors, ces stages visent à leur permettre de mettre en exergue, d'appliquer finalement leurs acquis et leurs connaissances dans le cadre de projets techniques ou technico-économiques et également de se familiariser au monde de l'entreprise. Donc, ces projets peuvent avoir une durée de 2 mois quand il s'agit de stages techniciens, jusqu'à une durée de 6 mois lorsqu'il s'agit de stages de projets de fin d'études.
Et il bénéficie également d'un encadrement pédagogique qui est assuré par les enseignants-chercheurs et également de l'accès aux équipements et à un soutien technique lorsqu'il s'agit de stages contractualisés. Alors, il existe également dans le cadre de ces collaborations via la formation, la possibilité également de projets pédagogiques. Donc, en lien avec des partenaires industriels qui proposent un certain nombre de sujets, donc, qui sont traités là par des groupes de 3 à 5 étudiants en dernière année avec une centaine d'heures par personne, par étudiant, et qui permettent comment dire, de répondre à peut-être des problématiques très concrètes de répondre à des problématiques un peu prospectives, un peu exploratoires dans un cadre d'innovation textile, donc proposées par des industriels. Alors, les stages étudiants et ces projets pédagogiques présentent un avantage certain, donc ils permettent parfois d'être une première étape dans une collaboration et d'arriver à une preuve de concept, par exemple sur un projet. Ils permettent également parfois d'avoir un rôle de pré-embauche d'un jeune vis-à-vis de l'entreprise ou également de faire monter en compétence l'entreprise sur un sujet, sur une thématique particulière. Donc, deuxième forme de collaboration courte. Donc là, on a des prestations de services, par exemple, donc qui sont accessibles aux entreprises qui souhaitent. Donc, un certain nombre d'entreprises souhaitent confier la réalisation de prestations de services à un partenaire académique, ne disposant pas, par exemple, des équipements ou des plateaux techniques permettant de réaliser ces prestations. Nombre de nos laboratoires sont équipés de plateformes technologiques, de plateaux techniques très complets, équipés d'équipements de pointe et de personnel également qui sont formés à leur utilisation. Donc, ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant pour l'entreprise et qui peut s'inscrire dans un délai de quelques jours jusqu'à quelques semaines, selon effectivement la prestation attendue. Alors, c'est également une forme, la partie prestation de service ou apport d'expertise, c'est quelque chose qui peut être intéressant également pour l'entreprise. Ça peut être une première phase qui permet d'apprendre à se connaître, par exemple, de commencer à travailler ensemble, d'apprendre à se connaître pour aller vers des projets plus ambitieux finalement. Et c'est également un plus pour l'entreprise par rapport aux équipements qui peuvent être utilisés dans le cadre de ces prestations de services. Donc là, pour le format de collaboration suivant, donc là, on va franchir une étape supplémentaire. Donc là, on s'inscrit dans la réalisation d'un projet de recherche et de développement qui est confié par l'entreprise au laboratoire et qui va s'inscrire dans une temporalité de 9 à 18 mois compte tenu de l'importance du gap à franchir entre les connaissances existantes et les objectifs du projet. Alors, cette forme de collaboration, cette forme de collaboration est tout à fait intéressante. On s'inscrit dans ce cadre-là dans une relation laboratoire-entreprise. Et ce type de collaboration est éligible au niveau des dépenses, au niveau du crédit d'impôt recherche, et peut également s'inscrire dans le cadre de contrats cadres si les collaborations sont récurrentes avec l'entreprise partenaire. Peut-être, Nathalie, une précision. Oui. Le crédit d'impôt recherche, est-ce qu'on peut en dire juste un mot pour les entreprises ou les associations qui nous suivent? Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, les dépenses confiées à un établissement, confiées à un laboratoire ou un établissement de recherche et d'enseignement supérieur peuvent être éligibles au niveau du crédit d'impôt recherche, qui est déclaré par l'entreprise. Et donc, ça lui permet effectivement de ne pensionner. Alors, on vous a un peu perdu, ça a un peu coupé. Oui. Je ne sais pas s'il n'y a que moi, mais du coup, si je résume, le crédit d'impôt recherche, c'est ce qui permet effectivement de payer un peu moins du coup, le coût de la recherche via un crédit d'impôt dédié à l'entreprise.
Tout à fait, d'autant que les dépenses de recherche menées avec un établissement de recherche et d'enseignement supérieur sont éligibles au double de la valeur classique du crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire donc 2 fois 30%, au moins jusqu'à la fin de l'année, les règles allant normalement changer à partir du 1er janvier 2022, où on va revenir simplement donc au pourcentage de 30%. Ok. Je n'ai peut-être pas été très claire sur le crédit impôt recherche, je suis désolée. De toute façon, on pourra, enfin, c'était juste une précision, on pourra y revenir ensuite dans les questions si besoin, mais je propose qu'on continue effectivement les dispositifs parce qu'on est en train d'exploser un peu le temps, donc allons sur les autres dispositifs et puis on pourra y répondre un peu plus précisément si besoin dans le chat s'il y a besoin de précision. D'accord. Donc, autre mode de collaboration, tout ce qui est recherche collaborative. Donc là, on n'est plus dans une relation entreprise-laboratoire, donc une entreprise bilatérale, mais on est dans une relation donc multipartenaire. Et ceci donc dans le cadre donc d'un projet qui est déposé généralement en réponse à des appels à projets régionaux, nationaux ou européens. Et qui bénéficient notamment de financement à travers ces appels à projets. Donc là, on est généralement face à des consortiums de 3 à 15 partenaires en moyenne, mais qui peuvent être bien plus importants, avec généralement un ou plusieurs laboratoires académiques présents dans le consortium. Ce sont des projets qui s'inscrivent dans une durée de 12 à 48 mois, qui permettent la création de propriété intellectuelle et qui nécessitent la signature d'un accord de consortium entre les différents partenaires, avec notamment un focus particulier sur l'exploitation des résultats et les actions de dissémination à mettre en place s'agissant de financement public en face. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc là, généralement, la propriété intellectuelle est partagée. Il faut également envisager des actions de dissémination, de communication dans ce cadre-là. Dernier mode, qui s'inscrit là effectivement également dans une temporalité longue, les thèses. Donc ça, c'est un mode bien connu de collaboration entreprise-laboratoire. Donc, on a plusieurs formes possibles de thèses. Je vous en ai cité que quelques-unes ici. Les thèses CIFRE, où effectivement, là, c'est l'entreprise qui recrute le doctorant. Les thèses ADEME, où là, on s'inscrit plutôt, où là, c'est effectivement l'ADEME qui recrute le doctorant, l'entreprise et qui finance une partie du salaire du doctorant et l'entreprise qui complète la partie salariale. Ou on peut s'inscrire également dans des thèses portées par le laboratoire de recherche dans le cadre d'un projet de recherche collaborative entreprise-laboratoire. Alors, les thèses, bien entendu, s'inscrivent dans une durée de 36 mois. Elles bénéficient de l'encadrement, donc elles sont encadrées donc, par le laboratoire, par un enseignant-chercheur ou des enseignants-chercheurs d'un laboratoire de recherche, et elles nécessitent la mise en place d'un contrat d'accompagnement entreprise-laboratoire qui définit le cadre financier, la gestion de l'API, l'exploitation des résultats à l'issue de la thèse. Okay. Dernière petite slide, et je vais aller vite. Partie, ouais, peut-être vraiment très très vite, Nathalie. On y reviendra dans la deuxième partie sur ce mode CIFRE, peut-être juste sur cette slide que moi je trouve intéressante, qui résume finalement l'ensemble des collaborations. On voit qu'effectivement il y a des temporalités totalement différentes en fonction des besoins de l'entreprise, comme là, comme ce que vous avez présenté là aujourd'hui. Alors, j'en profite, du coup, je me permets de mettre vos coordonnées, comme ça, si des personnes ont des questions très spécifiques sur des projets, ils pourront revenir vers vous, et n'hésitez pas non plus à poser vos questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat, donc voilà, s'il y a des questions plus particulières sur ces dispositifs, Nathalie est l'experte de tous ces dispositifs. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Alors, on va poursuivre et je vais donner la parole à Cédric Is, donc, qui est responsable R&D de GECO. Alors, ne soyez pas étonnés, GECO n'est pas du tout une entreprise textile, mais on a voulu le faire intervenir pour montrer justement comment d'un projet de thèse, on arrive à créer une entreprise. C'est le cas effectivement de la société GECO. Donc, Cédric, je ne sais pas si tu es là.
Oui, bonjour à Super. tous. Alors Cédric, peut-être juste quelques questions pour rester dans le temps prévu. Du coup, si tu peux nous dire juste un ou deux mots sur GECO et ensuite, du coup, comment on passe d'un projet de thèse à finalement créer une entreprise. Voilà, comment tu peux nous illustrer effectivement ce projet de thèse jusqu'à l'entreprise. Merci Anthony pour la présentation et puis merci pour l'invitation. Alors bon, très rapidement, hein, en effet, on n'est pas du tout dans le domaine du textile puisque nous, on est plus dans le domaine du déchet. Et donc, GECO, on est une entreprise où on collecte et on valorise tout ce qui est déchets de la restauration. On a été créé en 2007 et voilà, on est basé dans les Hauts-de-France. Et en effet, comme tu l'as si bien dit, Anthony, finalement, la cifre et enfin la partie thèse, on va dire, et même un petit peu avant, nous ont aidé finalement à faire devenir ce que GECO est aujourd'hui. Alors j'ai trouvé assez marrant de constater que finalement, par rapport à ce qu'a dit Maud au début, l'image du chercheur, visiblement, n'a pas beaucoup évolué, notamment de ma propre expérience, hein, puisque moi, quand je suis arrivé à GECO en 2010, les premiers mots de Julien Pilette, qui était le cofondateur de l'entreprise, ça a été moi, je ne veux pas d'un chercheur qui reste dans son labo, je ne veux pas d'un rat de labo. Donc, on voit que finalement, cette image, elle est encore un peu prégnante. Mais malgré tout, ce qu'il faut comprendre, et c'est l'objet aussi de mon témoignage aujourd'hui, c'est de montrer comment finalement le monde de la recherche académique permet de pousser les entreprises dans leurs projets, mais aussi comment ça leur donne finalement plusieurs axes pour se développer au-delà de ce qu'on avait imaginé. Donc nous, hein, pour illustrer très simplement, on avait fait un constat sur les huiles alimentaires usagées. On avait vu qu'on en produisait en Nord-Pas-de-Calais, en Hauts-de-France. D'un côté, on avait vu que de l'autre côté, on importait du biodiesel. Et l'idée de base, c'était de se dire, finalement, est-ce que ces huiles ne pourraient pas servir de carburant ? Du coup, voilà. Du coup, ça, c'est la base, en fait, de notre projet de recherche. Alors, en effet, comme l'a dit Nathalie, il existe plusieurs dispositifs, hein, plusieurs méthodes hein, pour initier un projet de recherche. De façon très basique, ce qui est important, c'est de bien qualifier son projet de recherche, c'est-à-dire de bien savoir où on en est de sa recherche. J'ai mis sur le côté là, de la slide ce qu'on appelle l'échelle des TRL, alors qui est une échelle qui est beaucoup utilisée maintenant dans tout ce qui est financement, notamment demande de financement. L'idée de cette échelle, en fait, c'est de se dire, à chaque étape d'un projet de recherche, puisque dans un projet de recherche, on va aller de l'idée, qui est l'échelle, le niveau 0 hein, ici, à la partie commercialisée, au système commercialisé. Et donc, sur tout le long de cette échelle, on va avoir à la fois des partenaires et des manières de fonctionner différentes, mais aussi des financements différents. Donc, nous, pour revenir à notre exemple, initialement, finalement, on était au niveau, on va dire, 1, 2 de cette échelle. Et donc, partant de là, automatiquement, il nous fallait aller vers un partenaire académique pour nous appuyer, puisque bon, il faut voir qu'en 2009, hein, on était 4 enfin même pas, on était 3 dans l'entreprise, moi je suis arrivé après. Donc automatiquement, au niveau recherche, on n'avait ni les moyens forcément financiers, puisque bon, il faut voir qu'une thèse, c'est environ 300 000 euros, c'est le coût moyen qu'on estime sur une thèse. Donc on n'avait pas forcément les moyens financiers, bien sûr, en propre, et on n'avait pas non plus les moyens humains à l'époque. Donc
l'initiation finalement au départ, en relation avec le monde académique, nous ont permis finalement de récupérer tout ça. Alors justement, comment elle a été financée, Cédric, cette thèse? Comment le projet a été monté? Alors, initialement, en fait, il y a eu 2 temps. Un premier temps où on s'est posé une première question, c'est finalement les huiles usagées, est-ce qu'on peut pas s'en servir directement comme carburant? Et en fait, à l'époque, on a eu un financement qui s'appelle OSEO, qui n'existe plus maintenant, qui était un financement de l'ADEME, il me semble, qui nous a fait un apport de 50 000 € sur ce premier pas de la recherche. Sur cette première question qu'on s'était posée et avec laquelle on avait étudié ça avec le PC2A à l'université de Lille. Bon, on avait vu que c'était pas possible, mais ça nous a permis en fait de mettre un pied dans ce monde académique et de par le PC2A, on a rencontré notamment l'Institut Charles Violette. Et cet Institut Charles Violette, qui était spécialiste dans la partie microbiologie, biologie, etc., finalement, ça a été le second pas pour aller vers le plus gros projet de thèse CIFRE. Cette thèse CIFRE, elle a été refinancée en partie par OSEO. On s'est servi bien sûr du dispositif CIFRE en lui-même. Donc le dispositif CIFRE, il faut voir qu'il finance surtout le salaire du chercheur, du doctorant en question, qui permet de rendre finalement le coût du doctorant assez négligeable pour l'entreprise par rapport notamment finalement au temps qu'on va passer. Et on a été aussi cofinancé par le crédit impôt recherche, puisque comme l'a dit Nathalie, en effet, le crédit impôt recherche permet de financer toute la partie recherche fondamentale, on va dire. Donc effectivement, une thèse CIFRE, donc c'est une thèse 3 ans au sein d'une entreprise, et en fait, 2 dispositifs peuvent le financer, donc à la fois la subvention de l'Agence nationale sur la recherche. Du coup, il y a une subvention de mémoire. Peut-être que Nathalie peut compléter si je me trompe, mais je crois que c'est 14 000 € par an sur les 3 ans. Et ensuite, le crédit d'impôt recherche qui est à hauteur de 25% de mémoire également aussi. 30%. C'est ça. Nathalie, oui. Oui, c'était 30%. 30%, voilà. Donc effectivement, ça reste un coût relativement faible pour une entreprise qui souhaite s'engager pour le crédit d'impôt recherche. Dans la recherche et dans une CIFRE, en fait. Tout à fait. Ça reste finalement un coût assez faible. Ça permet de nouer aussi des partenariats qui sont vraiment intéressants pour nous. Alors, personnellement, du coup, j'ai fait la thèse CIFRE en tant que doctorant. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait toutes les connaissances finalement disponibles. Autant on avait aussi du matériel, bien sûr, accessible qu'on n'aurait pas pu avoir sinon. Et derrière, il y a aussi tout un réseau, puisque quand on travaille avec un laboratoire, finalement, on rencontre d'autres partenaires potentiels, on rencontre d'autres acteurs du monde académique, ce qui permet finalement de s'ouvrir aussi en termes de variété des sujets. Voilà un petit peu sur le cadre de la CIFRE. Alors bon, ce qui est important, et ça je pense qu'en effet, des fois ça peut faire peur finalement, notamment Maud parlait des temporalités. En effet, la temporalité n'est pas forcément la même initialement. Automatiquement, un laboratoire va pouvoir finalement plus prendre son temps sur certains sujets. Si je prends l'Institut Charles Violette, ils ont travaillé pendant 20 ans sur l'hydrolyse du sang, finalement, enfin voilà, une partie très technique. Et ces 20 ans de recherche leur ont permis, derrière, de nouer des partenariats pour mettre au point certains produits qui sont arrivés finalement 20 ans plus tard. Donc, en effet, il y a des temporalités qui sont différentes, mais en réalité, dans le cadre d'une thèse CIFRE et dans le cadre d'un projet, les temporalités s'accordent parfaitement.
en ce sens que la thèse CIF dure 3 ans. Donc, on a le temps, ça laisse le temps finalement d'explorer toutes les parties de son sujet. On sait que ça dure 3 ans, donc on prend ce temps-là. Et malgré tout, au bout de 3 ans, on peut sortir, en tout cas nous, en ce qui nous concerne, une version laboratoire de ce qui aujourd'hui est notre unité de production. Mais c'est vrai que pendant ces 3 ans, il ne se passe pas rien finalement. En fait, on n'attend pas la fin des 3 ans pour avoir les résultats et avancer son projet. Et pendant tous ces 3 ans, il y a des temps intermédiaires. Et puis vraiment, le doctorant est dans l'entreprise. Donc voilà, les projets avancent au quotidien finalement. En fait, les 3 ans n'est pas que voilà, pour rassurer. Effectivement, c'est pas au bout de 3 ans que se définit le projet. Non, bien sûr que non. De toute façon, en gros, c'est un chercheur le doctorant est un chercheur qui est dans le laboratoire et qui travaille pour l'entreprise. Finalement, c'est un chercheur de l'entreprise qui est juste un petit peu déporté. Tous les jours, il y a des résultats, tous les jours, il y a des actions qui sont menées et tous les jours, les sujets avancent. Bien sûr, ce n'est pas au bout de 3 ans que tout d'un coup, on sort le manuel et c'est à ce moment-là qu'il y a des résultats qui se font. Non, c'est évident. Le guide d'utilisation à la fin des 3 ans n'existe pas. Donc finalement, Cédric, on pourrait dire aujourd'hui que GECO n'existerait pas sans cette thèse CIFRE, en fait, finalement. Excuse-moi, j'ai perdu ta connexion. Du coup, je disais, Cédric, finalement, on pourrait dire aujourd'hui que GECO n'existerait pas sans du coup ce projet de recherche initial. Complètement. En fait, GECO ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans ce projet de recherche. Et preuve en est que déjà, finalement, ça fait 10 ans qu'on travaille avec l'Institut Charles Violette, avec le laboratoire, que ça soit pour améliorer le procédé qu'on avait construit à ce moment-là ou pour d'autres sujets. Et à l'heure actuelle, on a co-construit avec ce laboratoire et d'autres entreprises justement une chaire industrielle. Alors là, sur un tout autre sujet, pour le coup, sur la valorisation des coproduits. Mais en effet, sans ce point de départ, finalement, on n'aurait pas été ce qu'on est aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Cédric pour cet éclairage et donc effectivement qui illustrait le fait voilà, qu'une thèse CIFRE peut entraîner en tous les cas et consolider la création d'une entreprise. Alors là aujourd'hui tu nous montrais l'exemple des huiles de friture, mais ça s'applique bien entendu à d'autres secteurs, notamment dans notre secteur sur lequel nous on travaille, donc la mode et le textile. Tout à fait. Merci beaucoup.